Salut à tous! Oui, bon, je sais parfaitement ce que vous vous dites. Après 2 mois d'absence, elle décide enfin à revenir. Je tiens absolument à m'excuser et je sais parfaitement que je commence en ce moment toutes mes vidéos par des excuses. Je trouve ça terriblement affligeant. Mais croyez-moi, YouTube me manque énormément, je ne vous ai pas oublié. J'ai appris il y a peu de temps que je devais déménager, donc les cartons sont devenus mes nouveaux meilleurs amis et c'est fou ce que tous les deux on s'éclate. Ou absolument pas. YouTube, je pense, doit rester avant tout un plaisir et j'ai pas envie de tomber dans une routine où je me force à faire des vidéos. En tous les cas, je ne vous oublie pas, la chaîne ne disparaîtra pas et je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la suite de la série Licence après Bac Pro. Je tiens à m'excuser pour les personnes que ça ne concerne absolument pas, qui ne se sentent absolument pas intéressées, ce que je peux parfaitement comprendre, je vous rassure. La prochaine vidéo ne sera pas, encore une fois, une licence après Bac Pro, mais je trouvais que c'était le bon moment pour poster cette vidéo-ci, pour vous la tourner, puisque on est à la fin de l'année, c'est là que les choix se font, c'est l'orientation, c'est le moment où il va y avoir les premières inscriptions dans les universités. Donc pour vous rassurer, pour vous partager avec vous mon programme de L1 et pour briser quelques clichés sur les universités, j'ai décidé aujourd'hui de me poser, de vous tourner cette vidéo qui m'a été pas mal demandée. On va commencer sans plus tarder en brisant quelques clichés, des clichés que j'avais également avant de rentrer à l'université, des clichés qui sont tenaces et que pour ma part j'ai découvert étaient surtout totalement faux. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire un tout petit et rapide disclaimer qui est que je parle ici bien évidemment de mon expérience personnelle dans ma fac personnelle, celle dans laquelle je suis, et que bien évidemment toutes les facs et toutes les universités sont différentes et ne se ressemblent pas. Il ne faut donc pas prendre ce que je dis pour acquis dans toutes les facs de France ou du monde entier. C'est différent selon les différents endroits où l'on est. Je parle donc bien de mon expérience personnelle. On referme cette petite parenthèse et on commence à briser les clichés sans plus tarder. Le premier cliché dont je voudrais vous parler, c'est celui qu'à la fac, il n'y a que des généraux. Vous allez venir de Bac Pro et on va vous dire mais qu'est-ce que tu fais à la fac? De toute façon, il n'y a que des L, il n'y a que des S, des ES. Qu'est-ce que tu fais avec ton Bac Pro à la fac? Eh bien, j'ai découvert que ce cliché était totalement faux. La fac, c'est vraiment un mélange. Il y a des personnes qui viennent de filières générales, il y a des personnes qui viennent de filières technologiques. Et pourquoi les personnes qui viennent de Bac Pro n'auraient donc pas leur place dans le milieu universitaire? C'est totalement absurde et ce n'est absolument pas la réalité. Pour vous donner des exemples, j'ai par exemple dans mes amis des personnes qui ont fait une autre licence avant de faire la licence LLCE anglais. J'ai des amis qui ont fait un BTS, j'ai des amis qui ont fait un bac technologique, mais j'ai aussi des amis que je connais qui ont fait un bac L, anglais renforcé, et qui n'ont pas réussi à valider leur première année, comme quoi le bac dont vous venez ne déterminera pas votre futur, ne déterminera pas votre réussite potentielle ou non. C'est à vous de vous en donner les moyens, c'est à vous de vous motiver, et c'est pas votre bac qui va vous coller une étiquette sur la tête et vous dire celui-là il y arrivera, celui-là il n'y arrivera pas. La preuve en est que certains ont fait de l'anglais renforcé à fond les ballons pendant 2 ans et finalement se reposent peut-être un petit peu trop sur leur laurier puisqu'ils ne parviennent pas à avoir leur première année. Attention, il y en a plein qui ont fait anglais renforcé, qui ont brillamment réussi leur première année également. Tout est matière à motivation. Si vous vous motivez, si vous y arrivez, si vous y croyez surtout, si vous savez que vous en êtes capable, chose que je suis sûre et certaine, vous en êtes capable, eh bien vous allez plus travailler et les résultats se feront voir, c'est obligé. Deuxième préjugé, c'est qu'il n'y a que des CM. Alors un CM, qu'est-ce que c'est? C'est un cours magistral, donc voilà, techniquement c'est un cours qui se déroule en amphi. On va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais à la fac? Tu vas être complètement perdu, il n'y a que des cours en amphi, vous allez vous retrouver à 800 là-dedans, tu vas te paumer, tu vas rien comprendre, tu vas à peine pouvoir suivre, et c'est faux. En tous les cas, dans mon université, la première année est faite de manière à ce que les étudiants qui arrivent ne soient pas complètement submergés par les CM et les cours en amphi. C'est vrai, ça peut être un petit peu impressionnant les premières fois, mais on a des cours qui sont en TD, donc des travaux dirigés. C'est dans des salles de classe basiques, on est environ 40, mais avec tous les étudiants fantômes qui sont inscrits uniquement pour avoir les bourses, on est 25-30, et voilà, on peut poser des questions aux profs, c'est vraiment un cours comme au lycée. On a quelques cours en amphi, mais la majorité des cours se passent de cette manière-là, en contrôle continu, donc c'est-à-dire qu'on fait à la semaine 6 et à la semaine 12 des examens, des contrôles dans la salle de classe, exactement comme au lycée. Ces notes qui vont rentrer
dans notre moyenne. Si on a la moyenne, on valide notre semestre ou pas d'ailleurs. Mais voilà, il n'y a pas que des cours en amphi, c'est fait pour ne pas submerger les étudiants. Vous n'allez pas être complètement perdu dans un amphi de 800 places dès la rentrée. Voilà, ça se passe pas comme ça. Le troisième cliché dont je voudrais parler avec vous, c'est le fait que les profs ne sont absolument pas disponibles à la fac. Ils arrivent, ils s'installent devant leur amphi, ils font leurs cours et ils se tirent de toute manière. Ils en ont rien à faire que vous ayez des questions ou non. Eux, ils ont fait leur cours et puis c'est bien à vous de vous débrouiller après pour comprendre ce qu'il a raconté si vous n'avez rien compris du tout. Ça, c'est totalement faux. Déjà, comme je le disais, la majorité des cours en première année se déroulent dans les salles de classe. Donc si vous avez une question, il vous suffit tout simplement de lever votre main et de la poser. Les profs sont là pour y répondre, ils sont vraiment super disponibles. Quand c'est des cours en amphi, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. On ne va pas forcément interrompre un cours quand on est 800 dans un amphi. C'est assez compliqué, mais il suffit d'aller voir le prof à la fin du cours. Généralement, ils sont vraiment disponibles. Et si ce n'est pas le cas, ils ont des horaires de permanence, c'est-à-dire qu'il y a un calendrier, une répartition. Ils disent par exemple le jeudi de 11h à midi, je suis dans mon bureau. Et si vous avez besoin d'aller voir ce prof, vous allez de 11h à midi dans son bureau, vous lui posez les questions. C'est un horaire qui est fait pour ça. Ils sont à la disponibilité des étudiants. Vous pouvez poser les questions, vous pouvez demander à réexpliquer un point que vous n'avez pas compris. Et franchement, c'est une opportunité qu'il faut saisir puisque il faut éviter de rester sur une chose que l'on n'a pas comprise. C'est primordial, je pense, d'avoir cette relation avec le professeur et quand on n'a pas compris, de demander des explications complémentaires et même lui va être content que vous faites cette démarche, que vous ayez pensé à venir vers lui. Si par malchance cet horaire de permanence tombe sur un horaire où vous avez un autre cours, ce qui peut totalement arriver, les profs ont des adresses email, il suffit d'envoyer un email, vous demandez à avoir un rendez-vous selon les disponibilités du professeur et les vôtres, et voilà, vous allez avoir les réponses à vos questions. Donc je trouve que ce cliché, personnellement, dans ma fac, des profs qui ne sont pas disponibles et qui en ont totalement rien à faire de la réussite et de la compréhension de leurs étudiants, est juste totalement faux. En tous les cas, ceux qui ont bâti ce cliché ne sont pas venus dans mon université. Et le quatrième cliché dont je voudrais vous parler, c'est le fait qu'à l'université, c'est super dur de se faire des amis, personne ne parle à personne, vous allez être 800, vous allez vraiment pas réussir à vous faire des amis, surtout si vous êtes timide, là ça va être insurmontable. Encore une fois, je trouve que ce cliché est totalement faux et infondé. Vous ne le voyez peut-être pas comme ça parce que je suis seule chez moi, parce que je suis face à la caméra, mais je suis une personne très timide et très renfermée sur moi-même lorsque je ne connais pas les gens, lorsque je suis dans un milieu que je ne connais pas. Donc autant vous dire que mes premiers jours à la fac, surtout avec tous les a priori que j'avais sur l'université, toutes les choses que l'on m'a dites et mon parcours scolaire un petit peu atypique. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette catégorie, je vous mets un petit lien par ici. Ça m'a pas franchement donné confiance en moi et j'avais un petit peu de mal à me faire des amis. Seulement voilà, il faut vous dire que c'est la L1. C'est des premières années, même s'il y en a quelques-uns qui ont redoublé, et beaucoup d'autres étudiants sont dans cette situation. Beaucoup d'autres étudiants sont également renfermés sur eux-mêmes de solutions. Soit vous prenez sur vous, vous prenez de l'initiative, vous voyez un autre étudiant qui est dans la même situation que vous, vous allez vers lui, vous commencez à discuter. Voilà, sous un prétexte quelconque, vous discutez du cours ou vous discutez de complètement toute autre chose et vous voyez comment ça avance ou alors vous attendez et de toute manière, je suis presque sûre et certaine que vous allez vous faire des amis, que d'autres étudiants dans le même cas vont choisir la première option et venir vers vous. C'est ce qui est arrivé pour ma part et ça peut même être des étudiants, des personnes qui sont complètement extraverties, qui vous voient un petit peu toute seule et qui décident de vous prendre sous leurs ailes, si je puis dire, qui décident voilà, de vous accueillir dans leur groupe, puisque c'est vrai que je trouve qu'à la fac, il y a vraiment cette ambiance de groupe, de masse, et on laisse un petit peu personne tout seul, personne n'est à part. Et ça, c'est une chose que j'apprécie vraiment beaucoup, en comparaison du lycée où il y a tous ces petits clans, toutes ces petites guerres, toutes ces petites histoires qui franchement ne valent pas le coup. À l'université, c'est une ambiance totalement différente et je pense pas que vous allez rester seul bien longtemps. En tous les cas, je sais que pour ma part, au bout de 3-4 jours, je me suis fait des amis exceptionnels qui font aujourd'hui partie de mes meilleurs amis, que je côtoie tous les jours et que je pense garder le plus longtemps possible dans ma vie, puisque c'est le genre d'amis que vous gardez toute une vie, le genre d'amis vraiment exceptionnel que vous ne rencontrerez pas souvent dans votre vie. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de peur à avoir là-dessus.
Et le dernier cliché que je voudrais complètement briser, même s'il est à moitié vrai, c'est à la fac, de toute manière, t'as pas beaucoup de cours, tu vas à la fac genre 5-6 heures par semaine et le reste du temps, c'est la fête. Alors une chose est vraie, c'est qu'à la fac, vous allez avoir beaucoup moins de cours que ce que vous avez déjà au lycée, puisque les emplois du temps ne sont pas faits pareil. Par exemple, vous pouvez avoir 3 heures le matin de 9 heures à 11 heures, mais ensuite vous ne reprenez qu'à 16 heures. Vous avez donc un énorme trou, mais je pense que le plus judicieux n'est pas d'employer ces trous, même si vous pouvez en utiliser certains pour faire la fête, mais plutôt pour aller travailler vos cours, faire des recherches complémentaires, et de cette manière, vous avez peut-être un petit peu plus de chances de réussir vos études que si vous passez tout votre temps au bar ou en boîte de nuit ou je ne sais quoi, même si j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet-là. Je viens de Bac Pro, c'est sûr que la charge de travail n'est pas forcément égale à des personnes qui ont fait de l'anglais renforcé. Il y a un petit peu plus de choses à travailler en amont, des choses que eux ont fait au lycée. Mais voilà, rien n'est impossible et j'arrive parfaitement à trouver du temps pour réviser, pour travailler mes cours. J'ai validé ma première année et attends les résultats de ma seconde année tout en gardant une vie sociale. Voilà, je sors avec mes amis, je vais parfois en soirée, je m'amuse et j'arrive à réviser en même temps. C'est vraiment trouver une organisation, trouver un équilibre. À la fac, l'organisation, c'est vraiment une chose primordiale et super importante. Ça doit être votre base puisque vous n'avez plus les profs pour vous donner des leçons, pour vous pousser un petit peu derrière, pour vous dire il va falloir que tu travailles. Vous n'avez plus les appréciations de fin de trimestre pour vous dire oh là là qu'est-ce que c'est que ça, je peux pas montrer ce bulletin à mes parents, c'est pas possible. Là c'est à vous de vous gérer tout seul, c'est à vous de vous organiser. Mais une fois qu'on a une bonne organisation, il n'y a pas besoin de complètement couper sa vie sociale et de vivre comme un ermite. C'est totalement possible de gérer les études et la vie sociale. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de cours, c'est pas pour autant la fête, mais si vous vous organisez bien, vous pourrez quand même profiter de vos années étudiantes qui sont, je pense, les meilleures années d'une vie. Après, ça dépend de vos études, ça dépend d'où vous êtes, ça dépend de votre vie, de votre personne en général. Mais pour ma part, je pense que mes années à la fac vont rester au niveau de mes études comme les années les plus belles de toute ma scolarité. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui ne concernera peut-être plus ceux qui ne souhaitent pas faire la licence que je fais actuellement, qui est une licence LLCER, donc littérature, langue, civilisation étrangère et régionale, parcours anglais. Mais je sais que pas mal de personnes qui me suivent sur cette chaîne sont intéressées par cette licence et m'ont demandé mon programme de L1. Donc je vous avoue, j'ai dû aller farfouiller dans mes papiers puisque ma L1, maintenant ça commence à remonter vu que je suis quand même à la fin de ma L2. Donc je vous ai pas pris toute ma L1, je suis désolée si je vais pas mal regarder mes notes puisque j'ai pas la super mémoire pour me souvenir de toutes mes matières. Je vous ai pris que le premier semestre de ma première année. Donc voilà, encore une fois, ça dépend des facs. Je sais que toutes ne s'organisent pas pareil, n'ont pas forcément le même programme, n'ont pas forcément les mêmes modules ou les mêmes appellations de modules. Mais voilà, je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Donc à la fac, c'est organisé par semestre. Vous avez le premier semestre qui se déroule de septembre à décembre et le deuxième de décembre à mai. Pour valider un semestre, il faut avoir la moyenne. Attention, si vous ne validez pas votre premier semestre, il n'y a pas la panique à bord. Les semestres se compensent. C'est-à-dire que si vous avez 9,5 de moyenne au premier semestre, c'est raté, vous n'avez pas validé votre semestre. Mais si vous avez 10,5 au deuxième, la moyenne des deux faisant 10, c'est gagné. Vous avez votre année puisque la moyenne des deux semestres fait 10. Il faut la moyenne des deux semestres pour valider une année. Donc, voilà, parenthèse refermée. Comment fonctionnent les semestres? Les semestres sont divisés en UEF, donc Unité d'enseignement fondamental. Il y en a plusieurs. Là, il y en avait 4 UEF au premier semestre de ma première année. Et dans les UEF, on trouve des modules qui s'appellent des UE. Le but du jeu, c'est de, avec toutes les UE, faire la moyenne, ça fonctionne pareil que les semestres, et valider le plus d'UEF possible. Je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que je vous explique, j'essaye de faire du mieux que je peux, mais c'est quand même assez compliqué, assez spécialisé. Donc je vais commencer sans plus tarder. On va commencer avec la première UEF, unité d'enseignement fondamental, qui s'intitule Pratique de la langue. Donc dans cette UEF, vous avez l'UE, Initiation à la traduction. Donc ça, c'est un cours d'initiation, comme son titre l'indique. Vous n'allez pas directement vous lancer dans la traduction de texte n'importe où, n'importe comment je fais. Vous allez apprendre les différentes méthodes qu'il y a pour traduire un texte. Par exemple, du calque, qui est la traduction du français directement à l'anglais sans modification. Par exemple, je vais à la mer, I go to the beach. C'est vraiment, on traduit mot pour mot
Voilà, vous allez également apprendre les transpositions selon les méthodes grammaticales, etc. C'est apprendre les différentes méthodes de traduction pour, au semestre d'après, avoir des cours de traduction. Donc, voilà, je rentrais très rapidement dans le semestre 2, et ensuite tout le reste de la licence, vous n'allez plus avoir d'initiation à la traduction, puisqu'on on pense que après ce cours, vous êtes normalement censé savoir comment traduire. Vous allez avoir des cours de version et de thème. Alors, ça peut sonner complètement barbare, mais c'est très simple. Les cours de version, c'est de la traduction de l'anglais vers le français, et les cours de thème, c'est de la traduction de l'anglais vers le français. Il n'y a rien de plus compliqué. La deuxième UE de cette US pratique de la langue s'intitule grammaire. C'est de la grammaire, tout simplement. Bien évidemment, c'est pas de la grammaire française, c'est de la grammaire anglophone. Mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre en grammaire anglophone? Eh bien, c'est très simple. Vous allez revoir toutes les bases que vous avez vues depuis le collège, depuis que vous parlez anglais, depuis la 6e, par exemple, les question tags, qui est une chose très simple en soi, mais vous allez apprendre comment ça fonctionne réellement, pourquoi ça fonctionne comme ça, vraiment décortiquer la manière dont fonctionne la langue, la manière dont fonctionnent les mots entre eux pour former des phrases. C'est un cours qui peut paraître assez fastidieux, qui peut paraître vraiment complexe, mais qui est juste super intéressant. J'avoue que c'est l'un des cours les plus compliqués. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à avoir la moyenne en grammaire, mais même si j'arrive pas souvent à valider ce module, et ben je trouve quand même ça passionnant, je trouve quand même ça super intéressant, et ça va vraiment améliorer votre anglais puisque vous n'allez plus utiliser tel verbe parce que vous pensez que ça sonne bien, mais parce que vous savez que dans tel contexte, ça doit se prononcer de cette manière-là. Vous avez également dans cette UF pratique de la langue quelque chose qui s'appelle phonétique phonologie. Alors ça peut sonner un petit peu barbare et c'est un cours qui peut paraître assez barbare. Vous pourrez avoir l'impression que ça vous est totalement inutile. Vous vous demandez mais qu'est-ce que je vais faire avec ce cours puisque ça ne me sert à rien. Qu'est-ce que la phonétique? C'est tout simplement la manière dont se prononcent les mots. Vous allez avoir un mot par exemple cat et vous allez apprendre pourquoi on prononce ça cat et pas cut ou cote. Voilà, tout simplement, vous allez apprendre pourquoi ce mot se prononce de telle manière et pour cela, vous allez devoir apprendre l'IPA, donc c'est l'alphabet phonétique. C'est un alphabet magique, magnifique, ça va être un gros bloc de votre premier semestre. C'est tout simplement les symboles que vous voyez à côté d'un mot dans les dictionnaires. C'est un symbole équivaut à un son et vous allez ainsi apprendre à transcrire des mots. Donc en gros, vous allez être évalué sur votre prononciation, mais à l'écrit. Voilà, je rentre pas plus dans les détails, j'aurais un petit peu peur de vous faire trop peur. C'est un cours qui est tout aussi intéressant si vous avez un bon prof, je dois l'avouer, puisque en deuxième année, en tous les cas dans mon université, c'est en cours magistral, donc c'est en amphi. Et voilà, quand on est en amphi, ça devient tout d'un coup un petit peu plus compliqué et un petit peu plus soporifique. Malgré tout, je pense que certains peuvent trouver la phonétique passionnante. Pour ma part, c'est loin d'être l'un de mes cours préférés. On a ensuite le laboratoire. Laboratoire, fac de langue, qu'est-ce que c'est que ça? Non, vous n'allez pas vous retrouver dans un petit labo avec des chemises blanches, des Erlenmeyer ou tube à essai ou je ne sais quoi, mais vous allez vous retrouver dans une salle à peine 15 élèves avec un casque sur les oreilles pour écouter des mots, les transcrire, écouter des textes, essayer de comprendre, vous allez devoir résumer. Ce qui est vachement intéressant avec les laboratoires, c'est que le plus souvent, le professeur est un anglophone, donc c'est comme ça fonctionne dans tous les cas dans mon université. C'est des professeurs qui viennent de l'étranger, qui sont payés par l'université pour donner des cours, et donc ils ont leur propre prononciation. On va écouter des textes, on va regarder des choses à la télé, et il va falloir ensuite résumer ce que l'on a compris, tout en anglais bien évidemment. On regarde en anglais, on résume en anglais, et ces cours peuvent sonner un petit peu chiants, un petit peu longs, surtout qu'en deuxième année, on a 1h30 de laboratoire par semaine. Ça peut être complètement pénible et d'ailleurs beaucoup de personnes sèchent ce cours, mais c'est un cours qui va vraiment vous aider à améliorer votre prononciation d'une manière incroyable. Le laboratoire, vous allez entendre de toute manière les langues, ça n'a pas de secret. Plus vous allez la parler, plus vous allez l'entendre, mieux vous allez vous améliorer. Ça, c'est pas un secret, c'est une règle de base. Et donc, je pense qu'il est important de ne jamais sécher les cours de laboratoire, même si ça peut être très, très tentant. Et pour finir, dans cette UF pratique de la langue, on a ce qui s'appelle la communication. Donc là, encore une fois, vous allez vous retrouver par petits groupes puisqu'il n'y a qu'une quinzaine d'élèves. Et le plus souvent, c'est des profs anglophones, et ceux qui ne sont pas anglophones sont en tous les cas génialissimes tout de même. Et c'est un cours vraiment génial. Le but de ce cours, il n'y en a qu'un, c'est parler anglais, ou espagnol, ou allemand, n'importe laquelle langue vous étudiez.
Et cela se fait sous forme vraiment très très ludique. Vous allez avoir des jeux, on jouait à Pictionary, à plein de choses comme ça, et le but c'est de participer, on faisait des petits sketchs, c'était vraiment un cours super drôle et beaucoup l'appelaient le cours récréation. On était noté sans avoir l'impression d'être noté, puisqu'à chaque fois qu'on prenait la parole, le prof, voilà, même le prof qui jouait avec nous, c'était vraiment un cours génial qui crée une toute autre relation entre les professeurs et entre les étudiants, puisque voilà, on est dans un tout autre contexte, on n'est pas dans un cours vraiment formel, vraiment cadré, et à chaque fois qu'on prend la parole, à chaque fois qu'on prononce quelque chose, le prof va prendre des notes sur notre manière de se présenter, sur notre prestance, sur notre manière de parler anglais, notre prononciation, notre grammaire, et voilà, on va se retrouver à la fin du semestre avec 2 notes sans avoir réellement l'impression d'être noté. Certains profs choisissent de faire des petites présentations orales, des petits exposés, mais franchement ça dure pas plus de 5 minutes. Et ça aussi c'est un cours super super important pour vraiment prendre confiance en vous déjà. Parce que quand on parle une langue qui n'est pas forcément notre langue maternelle, c'est pas super simple d'avoir confiance quand on est devant 15 personnes, on se dit oh là là ma prononciation elle va être pourrie, ça va être une catastrophe. Mais voilà, faut se dire que les autres pensent la même chose d'eux-mêmes et voilà, c'est un cours qui permet d'avoir confiance quand on parle une langue étrangère et c'est super important et c'est un cours qui va vous faire progresser, vous allez avoir un bien meilleur accent après 2 ans de communication. En tous les cas, je sais que j'ai pris beaucoup plus confiance en moi au niveau de mon anglais oral. On passe à un autre UF qui s'intitule l'UF méthodologie et outils. Alors encore une fois, ça peut sonner assez barbare, d'autant que le premier module s'intitule MTU, donc méthodologie du travail universitaire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors c'est super bien, c'est un module qui va vous apprendre comment fonctionne l'université. Donc vous allez avoir une évaluation, à la fin une note. Voilà, et on va vous expliquer comment fonctionnent ces fameuses UF, les compensations des semestres, tout ce qui s'ensuit sur l'université, tout ce que vous devez savoir, comment calculer sa moyenne à l'université, les différents coefs, etc. Et voilà, en gros c'est un module d'adaptation, vous allez vraiment ensuite être super calé sur comment fonctionne l'université et c'est un module que je trouve super important. Vous avez un deuxième module MTU, donc il y a MTU 1 et MTU 2 il me semble, et le deuxième module c'est vraiment remise à niveau de l'anglais. Donc voilà, notamment pour vous qui venez de Bac Pro, ne vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça puisque c'est un module vraiment super simple. Vous allez apprendre, comment on dit, les ponctuations en anglais, vraiment faire des petits textes genre 5-6 lignes et ça va être corrigé par le professeur, pas forcément noté, c'est sur la base du bénévolat, même si vous êtes bien évidemment obligé d'aller au cours. Vous allez revoir le présent, le passé, le futur, bien moins approfondi que dans les cours de grammaire, mais ça permet quand même de revoir certaines bases qui pourraient être primordiales. Et le dernier cours de cette UF, c'est expression écrite et orale. Encore une fois, ça permet de revoir des bases, mais cette fois-ci en français, puisque lorsque l'on veut faire de la traduction, par exemple, si l'on a un français comme un cochon, on ne parle pas du tout bien français, ça peut être un petit peu embêtant, un petit peu handicapant, même si on a un anglais parfait, il faut quand même voilà, connaître ses conjugaisons, connaître sa grammaire, connaître comment on met la ponctuation en français. Donc c'est un cours qui peut paraître complètement chiant, je l'avoue, qui peut paraître super long, on se dit mais on sent l'accord des couleurs, je sais le faire, les accords des adjectifs aussi, et finalement on se rend compte que depuis la primaire on a oublié pas mal de choses, et c'est un cours qui est super intéressant, qui peut paraître super chiant, mais on se rend compte qu'on en avait bien besoin, puisque c'est des remises à niveau qui font pas du tout de mal, c'est une bonne petite piqûre de rappel, même si c'est un cours qui peut paraître super long et super chiant. On passe à l'UEF culture étrangère, donc là c'est vraiment encore une fois un gros bloc de la licence, puisque tous ces modules vous allez les retrouver de toute manière dans toute la licence. Donc au premier semestre j'avais littérature anglophone, donc j'ai oublié pardon de vous montrer mon manuel, mais en fait c'est tout simplement un cours de littérature. Il y a un manuel que l'on a et à l'intérieur on a une biographie d'auteur, ensuite on a un extrait de texte et sur le côté ses œuvres principales les plus connues. Donc voilà, avec le prof, encore une fois c'est dans une petite salle de classe, il y a vraiment possibilité d'échange, c'est des échanges sur la littérature, sur les textes, c'est vraiment passionnant. Et voilà, si vous avez un bon prof, ça peut être un cours vraiment génial. Par exemple, je dis n'importe quoi, on va parler de Charles Dickens. Donc on va d'abord pendant une moitié de cours parler de Charles Dickens, de sa vie en général, de ce qui a influencé ses œuvres, on va parler de ses œuvres principales, et ensuite on va prendre un extrait d'Oliver Twist, je dis vraiment n'importe quoi, et on va discuter sur cet extrait, ce qui nous fait ressentir les personnages, essayer d'interpréter un petit peu tout ça, et on va voir les différents courants littéraires qui forment la littérature anglophone.
Donc c'est divisé en plusieurs parties. Il y a la littérature britannique, la littérature américaine et la littérature du Commonwealth, donc tout ce qui est Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud. Voilà, si vous avez un super prof, ça peut être un cours génial et très passionnant. Et autant, voilà, c'est comme pour tout, si vous avez un prof un petit peu plus nul, un petit peu plus mou, ça peut être un cours assez rébarbatif. Je sais de ma propre expérience qu'à mon deuxième semestre de première année, j'avais un prof juste affreux et les cours de littérature sont restés genre une horreur dans ma tête. Mais voilà, en deuxième année, j'ai retrouvé un prof juste génial et ça a complètement changé ma vision de la chose. Les cours de littérature peuvent être vraiment passionnants pour peu que vous ayez un bon prof. De toute manière, ça c'est comme pour toutes les matières. Il y a aussi lecture de textes littéraires, donc ça ce n'est qu'en première année, il me semble même que ce n'est qu'au premier semestre de la première année. Donc encore une fois, pour vous qui venez de Bac Pro, c'est vraiment très bien, puisque je sais qu'en Bac Pro, on n'apprend pas franchement à faire des dissertations ou quoi, mais là vous allez avoir un petit livre. Pour ma part, c'était 10 Short Stories, donc c'était des petites nouvelles, des petites histoires, vraiment ça faisait pas plus de 2-3 pages. Vous deviez chez vous lire le texte, et après en cours, on répondait à différentes sortes de questions. C'était vraiment des questions basiques. Qui est le narrateur? Qu'est-ce qui se passe? Où est le dénouement? Diviser le texte en 3 parties principales. Vraiment très très simple. C'est pour savoir comprendre un texte, pour que le prof soit sûr que vous compreniez bien ce que vous lisiez, que vous compreniez bien l'anglais suffisamment pour comprendre le texte. Et après, ces outils, le narrateur, les différentes parties du texte, en deuxième année, ça va vraiment vous servir pour structurer les dissertations. Donc voilà, je trouve qu'avec tous ces cours, après ceux qui ont fait L, Bac Pro ou Techno ou quoi que ce soit, vous êtes vraiment tous au même niveau, donc il n'y a pas de discrimination par rapport au bac que vous avez fait, puisqu'il y a vraiment pas mal de cours de remise à niveau. Donc voilà, toutes les cartes sont dans vos mains ensuite. On passe à un dernier module qui s'appelle UECG. Donc là, c'est peut-être spécifique à ma fac, je n'en suis pas sûre. En tous les cas, je vais vous expliquer rapidement, c'est assez particulier. C'est l'unité d'enseignement de culture générale. Je sais que mon université mise aussi beaucoup sur la culture générale de ses étudiants, pas que sur l'anglais. Par exemple, je parle de mon cas puisque je suis en licence d'anglais. L'anglais, c'est vraiment le gros bloc, la grosse partie de notre formation, mais on a aussi tout ce qui est culture générale. Donc pour ça, on a un catalogue avec 50 UECG. Et dans les UECG, vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi. Vous pouvez trouver l'histoire du Canada, la littérature de jeunesse, la littérature contemporaine, l'histoire de la danse, l'évolution de la science. Voilà, vous devez choisir 2 cours et vous allez à ces cours. Généralement, c'est des cours en amphi, vous prenez des notes et vous avez des devoirs. Voilà, qui vont vous rapporter des notes également. Mais c'est vraiment des cours super intéressants, je trouve, puisque ça vous permet de partir un petit peu de l'anglais, de voir autre chose. Si vous aimez aussi l'histoire, vous pouvez prendre un cours d'histoire. Si vous aimez la science, vous pouvez prendre un cours de science. Si vous aviez voulu tenter médecine, eh bien vous pouvez aller prendre un cours à la fac de médecine. Voilà. Après, à partir du deuxième semestre, il y a ce qui s'appelle les UEL. Donc je ne vais pas vraiment rentrer là-dedans, puisque comme je le disais, je ne suis pas sûre que toutes les facs fonctionnent pareil. Donc c'est les unités d'enseignement libre. Alors là, c'est encore autre chose, puisque c'est des cours qui sont vraiment beaucoup plus ouverts, et il y a beaucoup plus de pratiques. Donc pour ma part, en UEL, j'ai pris Histoire et mémoire de la Première Guerre mondiale, qui était un cours juste passionnant. On a étudié avec des témoignages, avec des vidéos, avec des sources, tout ce que l'on pouvait savoir sur la Première Guerre mondiale, et on a fait un petit peu un devoir de mémoire. C'était vraiment très très intéressant. J'ai pris une deuxième partie, Histoire du végétal. Donc voilà, depuis la préhistoire, les plantes commencent à évoluer, etc. Mais je sais qu'il y a aussi des UL sport, donc vous pouvez aller faire du judo, vous pouvez aller faire de la danse, vous pouvez aller faire l'art du cirque. Il y a aussi un cours sur la fabrication des cosmétiques, il me semble, par exemple. Il y a des langues rares dans mon université. C'est assez spécial puisque ça fonctionne avec Anjou Interlangue. Voilà. Certains auront pu le deviner, du coup mon université se trouve en Anjou. Donc Anjou Interlangue, c'est une plateforme qui propose des cours de langues rares, ce qu'ils appellent langues rares. Et donc en unité d'enseignement libre, vous pouvez prendre une langue complémentaire qui est une langue rare. Vous avez du japonais, du chinois, vous avez de l'arabe, vous avez du russe, vous avez du néerlandais, et ça je trouve ça juste génial, puisque je sais que toutes les universités ne proposent pas franchement ces langues, et ça peut être vraiment un bonus sur votre CV, et ça peut être juste passionnant. D'ailleurs, je me tâte l'année prochaine à commencer le japonais. Donc voilà, petite parenthèse refermée, j'ai oublié de vous dire, dans l'UF méthodologie et outils,
puisque je parle des langues, ça me revient. Vous devez également prendre une LV2, donc ça c'est obligatoire pour la licence, donc c'est une seconde langue autre que le français, autre que l'anglais bien évidemment. Donc si vous aviez depuis le collège, depuis le lycée fait espagnol ou allemand, là il n'y a pas de souci, vous ferez espagnol ou allemand. Mais pour vous qui venez d'un bac pro, si c'est comme moi dans mon lycée, je sais que les langues vivantes sont assez souvent en option. Et quand c'est en option, on se dit mais qu'est-ce que je vais m'embêter avec ça? Ça ne va me servir à rien du tout. Donc pour ma part, j'avais arrêté l'espagnol. Avec mon BEP, ça faisait donc 4 ans que je n'avais pas fait d'espagnol. Donc quand je suis allée m'inscrire, je l'ai dit. Et je me dis, mais ils m'ont dit, est-ce que vous vous sentez maintenant de reprendre l'espagnol après 4 ans d'arrêt à un niveau normal, donc à un niveau universitaire, un niveau post-bac? Et je dis non, absolument pas. Dans ce cas, mon université m'a proposé un cours débutant, donc d'une toute autre langue. Je suis donc en cours débutant, enfin maintenant niveau 2, en italien. Donc voilà, je trouve que c'est une super opportunité, c'est vraiment génial et j'adore l'italien, je trouve que c'est une très très belle langue et je suis très contente du coup de ne pas avoir repris espagnol, même si mon niveau d'espagnol du coup a beaucoup perdu. Je ne sais pas si toutes les universités proposent cette chance de commencer une autre langue à zéro. Je n'en sais rien, après je pense que c'est à vous de vous renseigner, comme je le disais, j'ai fait du mieux que je pouvais de ma propre expérience personnelle, mais bon, j'ai pas étudié tout ce qui se faisait dans toutes les facs de France. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux que ça n'intéresse pas, pour ceux qui ne souhaitent pas faire la LCE, qui ne souhaitent pas une vidéo sur les études universitaires, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo ne sera pas encore sur ce sujet. En attendant cette prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous. Bye bye.